Soyez les bienvenus sur Al24 pour votre édition spéciale Afrique. Voici vos titres. Malien officiel de la MINUSMA expulsé du pays. Il s'agit du directeur de la division des droits de l'homme au sein de l'organe. Qu'est-ce qui a mené donc à une telle décision des autorités de Bamako? Éclairage en début de journal. En RDC, les jours passent et la crise s'approfondit, notamment sécuritaire au nord Kivu. Des rebelles qui continuent leur avancée, menaçant plusieurs villes aux alentours de Goma, malgré la présence de l'armée congolaise, aidée par un contingent régional. Un point de la situation avec notre intervenant du jour, le journaliste Morgan Kambaï. Burkina Faso, un hommage que le pays rend à Thomas Sankara qui sera inhumé une seconde fois, mais la manifestation ne contente pas la propre famille du défunt révolutionnaire. Nous tenterons d'en déterminer les raisons tout à l'heure. Et c'est sans doute la nouvelle du jour avec un gouvernement malien qui donne 48 heures au directeur de la division des droits de l'homme au sein de la MINUSMA pour quitter le territoire. Guillaume Guerra Antondonko Andali est accusé notamment d'avoir diffusé de fausses informations touchant aux droits de l'homme dont se serait rendu coupable l'armée malienne, sauf que d'après Bamako, les informations émaneraient d'un organisme non répertorié de la société civile malienne. Mais est-ce pour autant une violation telle qui provoquerait à une reconduite d'un officiel onusien? Nous avons posé la question à Cheikh Tidiane Diarra, ancien président de l'association Maliens à l'étranger et surtout analyste politique. Il nous répond. Les autorités maliennes ont demandé des explications à M. Nandali qui n'a pas pu donner des critères sur lesquels il s'est basé pour choisir cette représentante de la société civile qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux à accuser les femmes des exactions contre une communauté au Mali. Donc il faut bien souligner cela et même une fois elle est arrivée à dire lors d'une opération militaire à Ambouri que les militaires maliens sont des sanguinaires. L'association ou l'ONG qu'elle représente est une ONG bien orientée et communautariste. Donc elle ne peut pas parler au nom de la société civile. L'ONG là n'est pas reconnue au Mali. Donc elle ne peut pas être une représentante de la société civile. Et puis avant de développer la suite de nos titres du jour, faisons un court arrêt dans la région du Sahel pour évoquer la force Barkhane. Depuis le 15 août 2022, l'armée française ne compte plus un seul soldat au Mali, par exemple. Mais peut-on parler aisément de la fin du poids de la France au sein de cette sous-région? Rien n'est moins sûr, comme nous allons le voir avec Sofiane Baroudi. Depuis la mi-août 2022, l'armée française n'est plus au Mali, 9 ans après son arrivée dans le pays. Elle le quitte discrètement. Si les autorités françaises font l'annonce un 15 août, jour férié, ce n'est pas dû au hasard, sans parler de la période des vacances estivales. Malgré le travail des communicants de l'Élysée, de l'état-major et du ministère des Armées, le discours officiel français, ou du moins son message, ne convainc plus grand monde. Un tout qui illustre l'échec patent au Sahel. Les réussites des opérations tant vantées par l'état-major ne font plus illusion. La défaite est actée. Les troupes françaises ont certes quitté le Mali, mais l'armée n'en a pas fini pour autant avec le Sahel. Loin de là, les responsables sont bien décidés à poursuivre une guerre lancée en 2013. La force Barkhane n'aurait pas pris fin, mais se serait réarticulée. Désormais, le cœur des opérations se trouve à Niamey, où décollent des avions de chasse et des drones, et où se concentrent environ 1800 hommes. Le tout destiné à surveiller le reste du Sahel, mais aussi à des fins éventuellement opérationnelles. Le Niger est désormais la nouvelle plateforme du renouveau de Barkhane, et surtout l'épicentre de la lutte antiterroriste franco-africaine. Un pari risqué pour son président Mohamed Bazoum, en raison notamment des multiples critiques de plus en plus vives dans le pays vis-à-vis de la présence française. Le reste des effectifs des troupes françaises continuera à occuper les bases historiques, occupées depuis des décennies. Sénégal, Tchad, Côte d'Ivoire ou encore d'autres pays côtiers comme le Bénin ou le Togo. Le message est clair, la France compte bien rester. D'ailleurs, les effectifs de ce que l'on pourrait appeler Barkhane 2 ont déjà été revus à la hausse.
Cameroun est du nouveau dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. On en avait parlé ici même il y a 2 semaines. Enlevé, exécuté dans des conditions sordides. Eh bien, un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un homme d'affaires réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'exécutif camerounais. Autre suspect, un ex-commandant de la garde présidentielle camerounais, a été arrêté, de même que Bruno Bidjang, journaliste de la chaîne de télévision Vision 4, appartenant à l'homme d'affaires. Et puis au chapitre RDC, avec tout d'abord ce tir contre un hélicoptère de l'ONU, un casque bleu a été tué et un autre brièvement blessé. Cela s'est passé dans la fameuse zone sous tension du Nord Kivu. L'appareil qui se rendait à Goma a essuyé des tirs en début d'après-midi avant de réussir son atterrissage. On reste encore dans cette région du Nord Kivu, traversée par une pléthore de crises et autres tensions. Tensions palpables dans la capitale Goma, après la progression des rebelles du M23 dans le territoire de Massissi. Pour faire un point précis de la situation sur le terrain, nous avons demandé l'éclairage au journaliste congolais Morgan Kambai. La situation sur le terrain est vraiment, je dirais, chaotique parce que là, les terroristes du M23, au mieux l'armée rwandaise, est en train d'avancer, de progresser. Là, elle est en train de tout faire pour couper la ville de Goma, la route qui mène vers Saké, qui est restée l'unique voie d'approvisionnement de cette ville. Et donc, allez-y comprendre que si aujourd'hui les terroristes, encore l'armée rwandaise, arrive à isoler complètement la ville de Goma, ça sera une asphyxie totale et la population va vraiment se retrouver dans une situation très grave. Les militaires congolais, comme on vient de le voir, ont du mal à enrayer l'avancée des rebelles, et ce en dépit de l'aide de la force régionale avec ses 12 000 hommes. La rencontre de Bujumbura ce week-end s'y est consacrée et s'y est penchée sur la question, normalement le volet sécuritaire. Mais pour quel résultat? Toujours avec notre intervenant Morgan Kampai. Quoi s'attendre de cette rencontre de Bujumbura ou son efficacité? Moi, je pense qu'il n'y a rien du tout que l'on puisse s'attendre de cette aventure, de cette énième aventure dans laquelle on est en train d'amener le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le pays est en difficulté, il n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à vaincre les ennemis sur terrain. Le président Tshisekedi qui était très mécontent contre le commandant de forces régionales. La population demande le départ des forces régionales de l'EAC. Autre sujet du jour, c'est chose désormais officielle, les restes mortels de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara ainsi que ses 12 compagnons seront inhumés, a annoncé le gouvernement burkinabé. Le rituel devrait se tenir au courant de février. On peut s'attendre à un jour de liesse, si ce n'est que la famille du défunt président révolutionnaire, en guise de mécontentement, annonce d'ores et déjà qu'elle ne participera pas à la manifestation. Dans un élan du souverainisme au pays des hommes intègres, le moment a été choisi pour rendre hommage au premier d'entre eux, Thomas Sankara. Des voix officielles ont fait savoir que le défunt président révolutionnaire ainsi que ses compagnons seraient inhumés courant février à Ouagadougou sur le site du mémorial Thomas Sankara, érigé sur le lieu même de son assassinat. C'est tout un pays qui sera en émoi, sauf la famille Sankara, qui semble regretter le choix du lieu d'inhumation choisi par le gouvernement actuel. Le nouveau lieu pose problème et surtout chargé du drame autour de la disparition de Sankara. Le mémorial Thomas Sankara se trouve sur le site du Conseil de l'Entente, où l'ex-président burkinabé et 12 de ses compagnons furent assassinés en 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro 2, Blaise Compaoré. La garde rapprochée de ce dernier avait aussitôt investi le bâtiment. Le lieu symbolise donc une période importante de troubles, d'autant que Compaoré n'a été chassé du pouvoir qu'en 2014. Depuis le début de sa construction, le mémorial se heurte à l'opposition des proches du Che Guevara africain. C'est donc durant ce mois que le corps de Thomas Sankara sera inhumé une seconde fois avec une cérémonie religieuse et funéraire. En 2015, il a été enterré une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou pour les besoins d'une procédure judiciaire. Une cérémonie nationale en hommage aux victimes sera également organisée le 15 octobre de cette même année.
En avril 2022, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné par contumace Blaise Compaoré à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons à l'issue d'un procès de 6 mois. En juillet 2022, Blaise Compaoré était rentré au Burkina Faso après plus de 8 ans d'exil à l'étranger. Il avait rencontré Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors président au pouvoir. Malgré sa condamnation à perpétuité, Blaise Compaoré n'avait pas été arrêté. Il regagnera la Côte d'Ivoire finalement libre. Et dans une lettre rendue publique, Blaise Compaoré demandera pardon aux Burkinabés au nom de l'intérêt supérieur de la nation, sans toutefois nommer précisément les crimes dont il s'est rendu coupable. Et c'est la fin de votre édition africaine du jour. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec le bulletin météo en vous souhaitant une bonne soirée. Je vous dis à demain.